Bonjour et bienvenue sur ce premier rendez-vous santé et bien-être. J'ai reçu Laureline, diététicienne nutritionniste spécialisée dans le bien-être pour échanger sur l'indice glycémique. Les recettes que je propose et les produits contenus dans la box ayant une composition sans sucre raffiné ou avec un indice glycémique faible à modéré, il me semblait important de parler de cette notion avec une spécialiste pour faire comprendre les enjeux des glucides que l'on consomme. Très bonne écoute! Coucou, Bonjour, bonjour. ça va bien? Ça va bien et toi, Oui, Sarah? merci. Donc, premier live pour nous deux. Ouais, super, on se lance. Donc, oui, on va parler un peu de l'indice glycémique. Tu vas nous dire un peu quel effet a le sucre sur notre corps, qu'est-ce que c'est l'indice glycémique, parce que beaucoup de gens en entendent parler, mais ne savent pas forcément les conséquences que ça a derrière. Donc, Ouais, je te laisse te présenter d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet. ouais, bah écoute, enchantée, ravie d'être là aujourd'hui. Donc moi, c'est Laureline, donc je suis diététicienne nutritionniste. Ma passion, c'est le non-régime, c'est-à-dire que je pense que pour perdre du poids, le régime, ça fonctionne pas, mais qu'il faut plutôt partir sur un équilibre global du corps. Donc c'est ce que je fais quand je rencontre mes clients. Je leur apprends à prendre soin d'eux et retrouver un petit peu l'équilibre. Et puis voilà. Ouais, c'est top. Moi non plus, pas de régime. Bon, c'est bien. C'est trop difficile quand on aime manger et tout ça. Ouais, Les- et puis on aime manger, hein. Ouais, c'est ça. Du coup, dis-nous un peu, qu'est-ce que c'est l'indice glycémique dis- Alors, l'indice glycémique, ça va concerner tous les aliments qui contiennent des glucides. Donc, ça va pas concerner tous les aliments qu'on mange. Mais en gros, ça va concerner tout ce qui va être féculent, tout ce qui va être à base de céréales. Ça va concerner les fruits, ça va concerner les légumes. Et puis, tout ce qui va être produit un petit peu sucré, qu'il soit transformé ou pas. Le chocolat, le miel, le sucre, voilà, tous ces aliments-là. Et en fait, l'indice glycémique, il va évaluer la vitesse à laquelle la glucide qui est contenue dans l'aliment, elle va arriver dans le sang. Donc en fait, on va se rendre compte que suivant l'aliment, eh ben, ils sont tous composés de glucides, mais que suivant les propriétés et les caractéristiques de l'aliment, eh ben, le sucre, il va pas arriver à la même vitesse dans le sang. Et du coup, bah, ça va engendrer plein de choses pour mon corps. Parce que du coup, soit mon corps, il va se retrouver avec plein de glucides d'un coup, parce que là, l'indice glycémique va être haut. Donc, quand l'indice glycémique est haut, je vais avoir plein de sucre d'un coup dans le corps. Et par contre, plus l'indice glycémique est bas, plus ça va vouloir dire que, en fait, les glucides, elles arrivent lentement dans le corps et qu'elles arrivent progressivement. Et que du coup, ça me donne de l'énergie, voilà, sur la durée et pas, wap, tout un shot tout d'un coup de glucides. Donc, voilà ce que c'est l'indice glycémique. Et ça nous rassasie plus longtemps aussi, quoi, du coup. Ouais, effectivement, parce que du coup, plus l'indice glycémique est bas, plus les glucides vont être libérés lentement, et du coup, je vais pas avoir faim pendant longtemps, pendant le temps que toutes ces glucides sont assimilés. Alors qu'en fait, quand j'ai un indice glycémique haut, je vais tout de suite envoyer plein de glucides. L'aliment, il va être digéré très très vite, et donc il y a de fortes chances que je crève la dalle 1 heure ou 1 heure et demie après. Ouais. Et quand on ingère du sucre, il va aller ça va générer un pic de glycémie. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe avec ce pic de glycémie et ce surplus de sucre? Alors, quand on va avaler du sucre, donc là on parle du sucre pur, mais ça peut concerner aussi tous les aliments qui contiennent des glucides, on va appeler ça simple. Donc en gros, ouais, le sucre, le miel, le sirop d'agave, toutes ces choses-là. En fait, ça va donner beaucoup de sucre dans le sang tout d'un coup. Et du coup, mon corps, il aime pas quand il y a beaucoup de sucre dans le sang, et donc il va vouloir rétablir la glycémie. Et du coup, pour ça, il va envoyer de l'insuline. Donc l'insuline, c'est l'hormone que notre pancréas sécrète pour pouvoir régler notre taux de sucre dans le sang. Le problème quand on a un gros pic de glycémie, c'est que mon corps, il sait pas
quelle dose d'insuline il doit envoyer. Et en fait, il va souvent en envoyer trop. Et du coup, on peut se retrouver en hypoglycémie parce que mon corps, entre guillemets, il a un peu merdé. Il a envoyé trop d'insuline d'un coup. Et du coup, je peux me retrouver en hypoglycémie. Donc, tout d'un coup, les symptômes peuvent être différents suivant les personnes. Je peux commencer à transpirer, avoir très, très faim, pourquoi pas tomber dans les pommes. Mhm. Mais en fait, c'est une hypoglycémie qui est pas réelle. C'est juste parce que j'ai mangé trop de sucre à un moment donné. Et du coup, mon corps, il a du mal à gérer. Et du coup, il faut du temps pour qu'il puisse glycémie revienne à son niveau. Et du coup, ça, c'est très dérangeant pour le corps, en fait, d'avoir des pics de glycémie parce que ça l'use, parce qu'à force, du coup, d'envoyer toujours des shots de glycémie, ça peut l'user. Donc, le corps, au bout d'un moment, il sait plus sécréter de l'insuline ou alors mes organes ne savent plus repérer l'insuline parce qu'ils ont toujours été en contact avec elle. Et puis pour moi aussi, ça peut me créer, ça crée un déséquilibre sur mon corps parce qu'en fait, je sais jamais si j'ai faim, si j'ai pas faim, Mhm. et j'arrive plus à gérer en fait ce taux de sucre dans mon sang. Ouais. Et l'insuline va se charger de transporter le sucre dans différentes parties de notre corps, le foie, les muscles, pour l'énergie. Et le surplus se transforme du coup dans les tissus adipeux. Alors oui, alors en fait l'insuline c'est pas elle qui va vraiment transporter le sucre. Le sucre il est tout seul en fait dans le sang. Et effectivement la contrepartie de ça c'est que comme j'ai beaucoup de sucre dans le sang, mon corps alors soit il peut l'utiliser si j'en ai besoin, il va l'utiliser. Ouais. Il peut aussi le stocker le sucre. On peut le stocker dans le foie ou dans les muscles pour faire des réserves et les utiliser plus tard. Mais si j'en ai pas besoin et que mes muscles sont pleins et que mon foie est plein, ce surplus en fait de sucre, le corps il va quand même les stocker, mais comme il a plus de place, il va le transformer en acides gras. Et bonne nouvelle, ou mauvaise nouvelle, les acides gras, on peut en créer indéfiniment. Et du coup, je peux commencer effectivement à prendre du poids parce que je vais transformer ces glucides que j'ai en trop en gras. Voilà. Donc sucre égal. Sucre égale gras. Quand Bon, trop de sucre. oui, trop de sucre. Et du coup, même si on consomme des aliments à indice glycémique bas, mais qu'on en mange trop d'un coup ou à une période inappropriée dans la journée, ça peut aussi se stocker du coup. Effectivement, c'est pas parce que l'indice glycémique est faible que je peux en manger autant que je veux. On a tous des besoins en glucides. Et bien sûr, même si je mange des pâtes complètes tous les jours et que je me dis c'est pas grave, c'est complet, l'indice glycémique est bas. Non, s'il y a trop de glucides, il y a trop de glucides, qu'elles soient un indice glycémique haut ou un indice glycémique bas. Donc les glucides sont importantes parce que c'est notre source d'énergie, spécialement pour notre cerveau. Hein. Il vit que grâce aux glucides. Mais par contre, si j'en ai trop, quelle que soit leur origine, c'est stockage assuré. C'est ça. Et du coup, on trouve beaucoup de tableaux d'aliments indice glycémique bas, moyen, élevé, entre Internet, les livres. Il y a parfois des contradictions. Qu'est-ce que, Mmh. euh, qu'est-ce que tu penses de ces contradictions qu'on peut trouver? Par exemple, l'avoine, j'ai encore lu ce matin que c'était un indice glycémique élevé. L'épeautre aussi. En fait, de ce principe-là, moi, je pense il faut avoir du bon sens. C'est-à-dire que il y a des règles quand même qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille pour savoir si cet aliment a un indice glycémique faible ou élevé. Déjà, ça va être, est-ce que quand j'ai cet aliment en bouche, ou est-ce que si je le mets dans un verre d'eau, par exemple, est-ce qu'il va se dissoudre très rapidement? S'il se dissout très rapidement dans l'eau ou en bouche, ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'une fois dans mon estomac, il va se dissoudre aussi hyper rapidement et que du coup, on va pouvoir se dire, tiens, c'est un indice glycémique élevé. Mm. Pour vous donner un exemple, la purée, par exemple, la purée, on voit bien que dès que je la mange, il y a déjà quasi plus rien. Donc, c'est un indice glycémique très élevé. Donc, il y a déjà ça à prendre en compte. Ensuite, il va avoir la cuisson de l'aliment. Mm. Plus je vais faire cuire un aliment, plus c'est un peu comme si j'étais déjà en train de le digérer. Donc, on va déjà commencer à transformer l'aliment avec la cuisson.
Par exemple, là j'ai l'exemple tout près que tu dois connaître, c'est les pâtes. Si je mange des pâtes crues, ben, l'indice glycémique il va être bas. Alors que je mange des pâtes que j'ai un peu trop fait cuire et qui sont toutes molles, ben là l'indice glycémique il va être très élevé. Donc la cuisson va aussi avoir un rôle à jouer sur l'indice glycémique. Et puis il y a aussi la composition de l'aliment. En général, tous les légumes vont avoir un indice glycémique plutôt faible, alors sauf quelques exceptions, surtout quand on les cuit, comme la carotte par exemple, où là l'indice glycémique va être un petit peu plus élevé. Et puis après, tous les aliments qu'on va dire complets, toutes les céréales complètes, en fait, c'est des céréales dont on a gardé en fait l'écorce, qu'on n'a pas raffinée, et du coup, toutes ces céréales-là, eh ben, elles vont avoir tendance à avoir un indice glycémique plus bas. Donc, pour l'exemple de l'avoine, peut-être y a-t-il une différence entre l'avoine qui a été torréfiée ou qui a été un peu transformée, ou l'avoine qu'on trouve telle quelle dans le champ. Je suppose que ça peut expliquer effectivement des différences en termes d'indice glycémique, mais globalement, les céréales un peu complètes, on va plutôt les considérer comme indice glycémique moyen ou bas. Et là, pour rebondir sur la façon, sur les différentes opérations qui vont transformer l'indice glycémique, comme la cuisson, on a aussi le soufflage qui va augmenter l'indice glycémique. Donc les galettes de riz, tout ça, où on pense que c'est pas calorique, c'est finalement hyper élevé niveau indice glycémique et c'est pas bon en tant que grignotage. Ouais, tout à fait. Alors déjà, oui, tout. En fait, il faut toujours se demander, tiens, cet ingrédient, est-ce que je le trouve tel quel à l'état dans la nature? Il est clair que le riz, oui, je le trouve tel quel dans la nature, alors que le riz soufflé, ben non, il y a eu tout un processus chimique, enfin un processus chimique industriel pour ajouter de l'air dedans. Donc déjà ça, c'est aussi une puce à l'oreille, c'est-à-dire que ben plus mon aliment va être transformé, plus je vais avoir des machines qui ont joué avec lui, qui l'ont transformé d'un point A à un point B, ben plus il y a de chances que cet aliment il ait un indice glycémique élevé. Parce que bah, c'est comme on a commencé à bidouiller un petit peu les molécules et du coup bah, c'est des aliments effectivement qui vont se digérer plus vite. Et c'est vrai que les galettes de riz c'est un très bon exemple parce que si on regarde la compo, on peut se dire bah ouais c'est du riz soufflé, les nombres de calories est pas si élevé que ça, donc c'est un bon produit. Mais en fait, manger une galette de riz et manger une petite coupelle de riz tout court, et puis voyez combien de temps après vous avez faim. Donc en fait, vous avez exactement les mêmes calories dans les deux, mais vous allez avoir faim 30 minutes plus tard avec la galette de riz, alors que le riz, peut-être que vous allez avoir faim que dans 2 heures. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus intéressant de manger du riz que de manger des galettes de riz qui sont en fait ultra transformées. Et au niveau du porridge, de l'avoine qu'on cuit en porridge, là, l'indice glycémique s'élève aussi. Beaucoup plus que si on mangeait l'avoine crue, Ouais, quasiment ouais. crue. Mais le porridge va quand même être meilleur nutritionnellement que du pain blanc, par exemple. Oui, bah ça en fait, donc certes le porridge ça a été cuit parce on utilise du lait chaud, donc on va commencer un peu à transformer le flocon d'avoine. Mais si on compare avec du pain qui en fait à base c'est du blé qui a été transformé en farine, et cette farine elle a été vraiment raffinée parce que vous savez qu'il y a différents types de farine, hein. Il y a la farine blanche, il y a la farine semi-complète, complète, voilà. Et du coup, ça a un impact effectivement sur l'indice glycémique. Et la farine blanche qu'on utilise pour le pain blanc, eh ben, elle a quand même été beaucoup transformée. Et du coup, même si, et en plus, je fais encore du pain avec, donc il y a encore une transformation. Et donc, effectivement, quand on regarde de plus près, ben, il vaut mieux prendre un porridge avec des flocons d'avoine qui, en fait, c'est juste un petit peu de cuisson. Il n'y a pas eu vraiment de transformation énorme. Alors que le pain blanc, il y a eu effectivement une grande transformation.
Et à contrario, il y a aussi des astuces pour le faire baisser. Donc, boire du thé vert avant ou après le repas, ajouter du citron, ajouter les fibres, les protéines. Donc, même si on va manger une petite portion de pâte blanche, mais qu'on associe ça avec des légumes, des protéines, un peu de citron, un thé vert plus tard dans la journée, ça va vraiment venir équilibrer l'assiette, même si les pâtes à la base ont un indice glycémique haut. Oui, ce qu'il faut bien se dire, c'est que tous les aliments qui contiennent des glucides, ils vont faire augmenter ma glycémie. Donc, on a vu plus ou moins fort, mais ça va quand même faire augmenter ma glycémie. Et donc, puis il faut aussi se dire qu'il est important, c'est que l'indice glycémique, il va donner la vitesse à laquelle le sucre arrive dans le sang, mais si je mange l'aliment tout seul. Or, on mange rarement, bon ça arrive de manger un fruit tout seul par exemple, mais ouais, si je mange des pâtes, je vais souvent accompagner avec des légumes, une viande ou quelque chose comme ça. Et finalement, dans la globalité de mon assiette, donc certes, j'ai une portion de glucides, mais en fait, les autres indices glycémiques des autres aliments vont venir contrebalancer l'indice glycémique, par exemple, de mes pâtes. Donc les légumes, il y a un indice glycémique qui va plutôt être faible. Tout ce qui va être protéines et matières grasses, ils n'ont pas d'indice glycémique puisqu'ils contiennent quasi pas de glucides. Et du coup, ça va venir contrebalancer l'indice glycémique global de mon assiette. Et du coup, sur ma glycémie, l'impact, ça va être mieux de manger des pâtes avec quelque chose plutôt que de manger mes pâtes toutes seules. Ouais. Et c'est encore mieux si du coup on met des pâtes complètes. Et ouais, bien sûr, bien sûr. Après, le choix des pâtes que je vais faire, ça va encore plus influencer l'indice glycémique global de mon repas. C'est ça. Bon, au début, on peut avoir du mal quand on n'a pas l'habitude parce que la texture est plus rugueuse, le goût est différent, mais quand on pense vraiment à l'impact que ça a derrière, je pense que le switch se fait après tout seul. On passe outre le goût. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est comme je dis souvent à mes clients, c'est que il y a des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger. C'est pas dans nos mœurs. Moi, quand j'étais petite, je mangeais pas de pâtes complètes. J'avais toujours des pâtes blanches à la maison. Et puis tout d'un coup, on essaye, on se dit ah ouais, c'est pas très très bon. Mais on n'a pas besoin d'en manger tous les jours. C'est juste une fois de temps en temps. Tiens, aujourd'hui, ça va plutôt être pâtes complètes. Je vais tester le quinoa, je vais tester le sarrasin, voilà. Mais il faut pas vouloir tout changer du jour au lendemain. C'est tiens, une fois par semaine, je vais essayer. Et puis en fait, petit à petit, on développe son goût. J'aimais pas la semaine dernière, mais peut-être que 2 mois après, à force d'en avoir goûté un tout petit peu, je vais commencer à apprécier. Et puis, de toute façon, je conseille toujours quand on veut introduire une alimentation à indice glycémique bas, souvent c'est des aliments qui vont être plutôt complets, qui vont pas être raffinés et du coup qui contiennent énormément de fibres. Et parfois, quand on n'est pas assez entraîné, notre corps a beaucoup de mal à digérer les fibres. Donc, si du jour au lendemain, je commence à ajouter des tonnes de fibres dans mon alimentation, il y a de fortes chances que mes intestins suivent pas. Parce qu'en fait, c'est les bactéries qu'on a dans les intestins qui vont digérer ces fibres-là. Et parfois, on n'a pas les bonnes bactéries ou on n'en a pas assez. Donc, en fait, il faut entraîner le corps petit à petit pour que ces bonnes bactéries se développent. Et puis, au fur et à mesure, on va de mieux en mieux digérer tout ce qui va être fibre. Donc, je conseille toujours de commencer petit à petit. Tiens, je me mets une cuillère en plus. Tiens, une fois par semaine. Et puis, petit à petit, on augmente. Et c'est comme ça qu'on a le plus de chances de réussir. C'est en faisant des petits pas et en y allant progressivement plutôt que se dire, top, demain, j'arrête tout, j'arrête les pâtes blanches, c'est fini. Ça marchera pas parce que c'est beaucoup trop contraignant et beaucoup trop difficile. Ok. Ouais. Et la frontière entre sucre raffiné, sucre non raffiné, mais indice glycémique haut quand même, comme le sucre de betterave, qui est la majorité du sucre blanc qui est produit en France. C'est du sucre blanc, il n'est pas raffiné parce qu'il est blanc de base, mais il a quand même un indice glycémique haut. Ouais. Ou le rapadura, le muscovado qui est non raffiné, mais qui a le même indice glycémique que le sucre blanc, mais qui sera quand même plus intéressant nutritionnellement. Ouais, effectivement, parfois on a deux produits et on se demande, tiens, lequel je dois choisir. L'indice glycémique est exactement le même.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est effectivement que plus ça a été raffiné, plus on a enlevé des choses au produit. Et du coup, quand on enlève des choses, ben, on enlève les bonnes choses aussi. Et du coup, on va enlever tout ce qui est vitamines, tout ce qui est minéraux. Et effectivement, là, tous les sucres qui sont dits non raffinés, pardon, comme tu viens de parler, ou le sucre de coco, les choses comme ça, ou qui a la couleur un peu plus brune, et ben, c'est des sucres qui vont contenir plus de minéraux. Donc, globalement, si j'en ai un à choisir et que j'aime bien le goût des deux, ben, autant choisir celui qui a été le moins raffiné parce que je sais qu'il va pouvoir m'apporter des nutriments en plus que le sucre blanc. En fait, il y a rien, il y a rien d'intéressant dedans. Ouais. Même s'il n'est pas raffiné, le sucre de betterave. Ouais, tout à fait. Et du coup, tu penses que quelqu'un qui veut commencer à perdre ou commencer à changer ses habitudes alimentaires, il doit faire un petit switch entre tout ce qui est sucre raffiné et sucre non raffiné? Moi, je suis d'avis de commencer par ce qui est le plus simple pour nous. Souvent, ça dépend le rapport qu'on a avec le sucre. Mhm. Il y a des personnes qui sont très addictes au sucre et qui se rendent compte qu'elles peuvent pas s'en passer. Il y a des personnes qui ont une relation normale, qui sucrent de temps en temps. Et il y a des personnes qui aiment pas du tout les produits sucrés. Pour les personnes qui adorent le sucre, qui peuvent avoir aussi des compulsions, des envies, qui se disent accros ou drogués au sucre, je pense que c'est pas par là que je commencerai tout de suite parce que le chemin va être un petit peu plus difficile. Donc pour quelqu'un qui veut perdre du poids, j'irai plutôt voir sur d'autres aspects quel est le plus petit pas qu'on pourrait faire. Ça peut être peut-être que cette personne elle mange pas assez de légumes, pas assez de fibres, ou par exemple commencer par les féculents. C'est beaucoup plus doux de commencer par commencer à introduire des pâtes complètes par exemple, plutôt de dire à la personne bah tiens il faut que tu changes ton sucre ou t'arrêtes le sucre du jour au lendemain. Mhm. Donc ça c'est important aussi d'évaluer le rapport que la personne a avec le sucre. Et puis si elle n'est pas addict au sucre, ben oui, tout d'un coup, pourquoi pas lui dire, bah tiens, t'as l'habitude de prendre tel sucre, bah ça pourrait être peut-être mieux si t'aimes bien le goût, bah de switcher tout simplement. Si c'est pas un trop gros effort dès le départ pour la personne. Mhm. Ouais, moi j'avais tout de suite switché sur le sirop d'agave, le sucre de coco. J'étais contente de pouvoir d'avoir trouvé une alternative pour continuer à manger, à faire des recettes sucrées, tout ça. Oui, 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 oui. C'est sûr que il y a toujours le goût sucré dans ces aliments-là, mais voilà, je pense aussi aux personnes qui aiment bien les produits sucrés un peu industriels, où du coup, bah, tu choisis pas le sucre qu'il y a dedans, c'est le sucre que l'industriel t'a imposé. Donc pour ces personnes-là qui adorent vraiment ces produits-là, ça peut être un peu difficile de trouver des alternatives. Mais effectivement, comme tu dis, cuisiner soi-même. Bah du coup, on a la main sur ce qu'on va mettre dans notre gâteau. Si on fait un gâteau au chocolat, par exemple, eh ben, je peux me dire, bah ouais, on me dit de mettre 200 grammes de sucre. Bah moi, je vais plutôt mettre du sucre de coco à la place. Et puis du coup, j'aurais peut-être même pas besoin de mettre 200 grammes. Je mettrais plutôt 100 grammes. Et du coup, bah on peut continuer à manger des produits sucrés, mais on sait quel type de sucre on a mis dedans et que bah, ce que je mets dedans, bah ouais, c'est bon pour ma santé, ça me fait du bien. Ouais. Et après, bah, il y a aussi cette sensation de sucré en bouche. Euh, on peut avoir, quand on rentre dans cette démarche-là, ne plus aimer le goût trop sucré et préférer les aliments qui ont moins de sucre. Moi, je fais un banana bread avec aucun sucre rajouté, juste avec les bananes bien mûres. Et si elles ne sont Ouais. pas assez mûres, c'est vrai que ça manque un peu de sucre, mais ça me convient comme ça, mais ça ne conviendra pas à un bec sucré. Ouais, tout à fait. En fait, on entretient ce goût pour le sucre, en fait, et on se rend compte que plus j'ai l'habitude de manger du sucre, moins je me rends compte que c'est sucré, en fait, parce que j'ai habitué mon palais comme ça. Et pour les personnes qui commencent effectivement à faire attention à leurs apports en sucre, qui commencent à switcher avec des produits moins sucrés, effectivement remplacer le sucre par de la banane mûre, et ben petit à petit, en fait, on éduque son palais. Et puis on se rend compte que bah, c'est peut-être 3 mois après, si je remange un gâteau que j'avais mangé 3 mois avant, je me dis ah mais je mangeais vraiment ça, c'est pas possible. Et donc c'est ça qui est bien avec le sucre, c'est que on peut petit à petit réduire sa consommation
Et puis on revient pas forcément en arrière parce qu'on développe Mhm. effectivement ce petit truc, ouais, non, c'est trop sucré. Et puis naturellement, on se fait quand même du bien, on profite du sucre, mais on n'est plus au même niveau qu'au départ. Ouais, Mais faut y aller progressivement. Effectivement, le sucre, c'est pareil. Mon conseil, ça serait pas d'arrêter du jour au lendemain. C'est plutôt de se dire, bah tiens, là, je consomme 100 grammes de sucre par jour. Bah cette semaine, j'essaie de faire que 90. Et puis je vois comment ça se passe. Puis petit à petit, voilà, j'arrive à un objectif sain entre guillemets, mhm. tenable. Ouais, faut-il arriver à le compter? Parce que si une personne consomme beaucoup de produits industriels, c'est un peu difficile ouais, Ouais, faut garder toutes regarder. les étiquettes. C'est ça. Mais j'ai déjà fait avec certains clients, effectivement, de leur dire, bah, compte sur une semaine, hein, peut-être pas sur 10 semaines, ça serait trop compliqué, mais sur une journée, par exemple, bah tiens, regardez tout ce que vous mangez dans la journée. On garde un petit peu les paquets pour voir les valeurs nutritionnelles, et puis on se rend compte, ah bah ouais, non, j'ai l'impression que je mangeais pas du tout de sucre, et puis en fait, waouh, c'est un peu une bombe, quoi. Mm. Donc ça peut être intéressant pour évaluer un peu sa consommation et se dire, bah tiens, comment je pourrais faire pour réduire un petit peu. Ouais. Bah, moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'était le sucre égale graisse, que tout le surplus qu'on n'a pas besoin allait du coup dans les cellules adipeuses. C'est vraiment ce qui avait fait le déclic. Ouais, en fait, il y a cette chose-là que le sucre, effectivement, se transforme en gras quand j'en ai trop. Et puis, il y a aussi le fait que c'est très déstabilisant pour mon corps d'avoir à gérer tout ce sucre tout le temps. Le corps, il déteste avoir trop de sucre dans le Mm. sang. Et du coup, bah, on le fait vachement bosser pour rétablir en fait une glycémie normale. Donc, quand on a 20 ans, ça va, mais plus on avance dans l'âge et plus c'est compliqué pour le corps à gérer. Et après, on peut développer des maladies qui sont pas marrantes, hein, comme le diabète, des troubles cardiovasculaires, tout ça parce que ben on a consommé trop de sucre en Mm. fait. Mm. Euh, donc souvent, quand on est jeune, on se dit bah ouais, je mange des bonbons. Enfin, on se rend pas compte. Et puis plus l'âge avance, et là on se dit ouais, il faudra peut-être que je fasse quelque chose pour ma santé aussi. C'est ça. Ah oui, ça réserve. Il y a plein de choses derrière le sucre après il y a plein d'impacts dont on n'a pas conscience tant qu'on en consomme, tant qu'on ne se penche pas dessus. Bah oui, tant que tout va bien, ben tout va bien, jusqu'au jour où tout va pas bien. C'est ça. Et c'est dur de revenir en arrière, hein, une fois que notre corps commence à plus savoir gérer notre taux de sucre dans le sang, c'est hyper compliqué de revenir en arrière. Donc autant pas y arriver. Et puis voilà, en adoptant des petites stratégies, des petites choses, des petits pas qui sont pas trop coûteux pour moi, mais qui peuvent faire quand même une grande différence. Ouais. Pas comme la citation qui dit mieux vaut passer du temps dans sa santé que dans sa maladie. Exactement, exactement. Ouais, Mais ouais. moi maintenant, tu vois, j'ai beau avoir une alimentation avec de l'indice glycémique, euh, des fibres, des protéines. J'ai quand même un surplus qui part pas parce que Mhm. je suis pas assez active et parce que si voilà le week-end, s'il y a des gourmandises, des choses comme ça, je suis trop attirée et donc je vais en consommer et donc ça fait que je stabilise, c'est déjà bien. Mais une Mhm. personne maintenant qui va faire comme moi, qui a du poids à perdre, elle va peut-être perdre beaucoup plus vite parce qu'elle va changer ses habitudes. Du coup, c'est parfois un peu frustrant de se dire on fait les choses bien et ça bouge pas. Et après, je sais que c'est l'activité physique pour certains qui est vraiment la clé. Ouais, en fait, je vais pas dire que c'est malheureux à dire, mais en fait, quand qu'on est en surpoids ou qu'on a du poids en trop, c'est pas que en réglant l'histoire de l'alimentation que on va forcément perdre du poids. Il y a plein de choses qui viennent influencer en fait le corps. Il y a effectivement, est-ce que je bouge assez mon corps? Mais il y a aussi le stress. On sait qu'il y a le sommeil. On sait qu'il y a la qualité aussi des bactéries qu'on a dans l'intestin dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, tout ça, ça crée un équilibre global. Et il suffit que j'ai un autre déséquilibre quelque part et pour que ça vienne en fait tout foutre en l'air. Par exemple, les personnes qui ont des troubles du sommeil,
on sait qu'elles ont des troubles avec l'alimentation, qu'elles vont avoir envie de sucrer plus qu'une autre. Et en fait, juste en réglant peut-être le problème sommeil, eh ben en fait, on va régler plein de choses pour cette personne. Donc, je pense que c'est important de voir un petit peu le corps dans sa globalité. L'alimentation, c'est hyper important, ça, on est d'accord là-dessus. Mais voir, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais encore améliorer dans ma vie pour mon corps et qui fait que bah, tout ça, ça va travailler en synergie et puis du coup apporter un équilibre. Et puis pour moi, un corps qui a l'équilibre, c'est un corps qui a plus besoin de prendre de poids, il a plus besoin de se protéger, il est rassuré. Ah, on m'apporte tout ce qu'il faut au bon moment, donc cool, j'ai plus besoin de me défendre. Et puis naturellement, on revient à son point d'équilibre, j'ai envie de dire. Et puis ce poids d'équilibre, ben, malheureusement, il va dépendre aussi de ma génétique, il va dépendre de l'âge que j'ai, il va dépendre de plein de choses. Donc j'ai peu de contrôle en fait aussi sur ce poids d'équilibre. Je peux être à mon poids d'équilibre à 80 kilos et une personne à côté à 55 kilos. Mais c'est mon poids d'équilibre, c'est le poids où mon corps se sent bien, où je me sens en énergie, où je me sens bien. Et c'est comme ça. Mm, mm, mm. Du coup, c'est ton rôle, du coup, de chercher, vraiment d'arriver à ce que la personne bah, arrive à son objectif et chercher, du coup, toutes les causes qui pourraient empêcher ça. Ouais, effectivement, moi, mon travail, ça va plus loin. Alors, bien sûr, on parle beaucoup de nutrition, d'alimentation, tout ça, mais effectivement, j'aime bien regarder aussi tout ce qui se passe un petit peu autour, et puis observer, ouais, est-ce qu'il n'y a pas un autre dysfonctionnement quelque part, quelque chose qu'on pourrait améliorer. Par exemple, le stress, c'est quelque chose que je rencontre énormément. On a des vies maintenant à 100 à l'heure où on s'arrête plus en fait, et du coup, on est stressé en permanence. Et ça joue beaucoup en fait sur le corps, sur l'équilibre du corps. Donc c'est pour ça que j'ai aussi créé un programme aussi qui va plus loin. Donc c'est un programme exclusivement en ligne, mais il y a aussi des coachings individuels avec moi, où du coup on va beaucoup plus loin et on va parler effectivement de nutrition et de la nutrition très poussée, parce que quand je vois mes clients en cabinet, ben on n'a pas le temps de tout se dire, ça va trop vite. Et du coup, cette formation, elle permet effectivement bah, de parler de nutrition, mais parler aussi de sommeil, parler d'activité physique, parler de stress, parler de gestion des émotions aussi, parce que ça, c'est important. Hein. Il y a beaucoup, alors ça concerne plutôt les femmes, mais un peu les hommes, où bah, quand on a un coup dur ou une émotion un peu difficile à supporter, bah, on va se réfugier dans la nourriture. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important à travailler. Donc je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure bah, de mes rencontres, et c'est pour ça que j'ai créé vraiment ce programme-là un petit peu à part, une petite bulle à part, mais où on se reconcentre sur son équilibre global. Ouais, ouais, c'est top. Ça a l'air intéressant. Voilà. Pour, c'est surtout bien pour une personne qui va être novice, du coup, dans tout ça, qui a vraiment besoin d'être prise par la main. Ouais, c'est ça, c'est pour les personnes effectivement qui ont besoin de savoir bah, c'est quoi une assiette équilibrée, si j'ai faim à 4 heures, qu'est-ce que je mange pas, c'est vraiment bah, tiens, j'ai envie de me remettre au sport mais j'ai pas le temps, comment je fais, c'est bah, je dors mal, quelles sont les habitudes à prendre. Voilà, c'est vraiment un check-up de bah, ma vie là actuellement, comment elle se passe et quelles sont les petites actions que je peux faire. Donc on n'est pas obligé de tout mettre en application. C'est pour ça qu'il y a des coachings avec moi aussi en privé pour que ça soit super personnalisé aussi. Mais c'est vraiment voilà retrouver, faire des petits pas pour retrouver un équilibre global, et effectivement on reprend vraiment tout à zéro dans ce programme en termes de nutrition aussi, notamment où on reprend bah, c'est quoi des protéines, c'est quoi des glucides, c'est quoi des matières grasses, voilà, on reprend vraiment la base de la base. Ouais, c'est top. Bah, écoute, merci beaucoup. Je pense que on a dépassé un peu de 5 minutes. Bon, cool, bah merci de m'avoir invité. J'espère que j'ai bien répondu à toutes les Ouais, ouais, questions. ouais, super. Merci d'être venu. Bah, je t'en prie, avec plaisir, quand tu veux. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. J'espère que cet échange vous a plu et qu'il vous a apporté des informations sur le sujet. Pour terminer, je vous laisse avec quelques échanges que nous avons eus concernant 2 points qui n'ont pas été abordés durant le live. Excusez-moi pour la qualité du son issu de messages vocaux, mais je tenais à partager avec vous ces informations pertinentes. À très bientôt! Il y a beaucoup de personnes qui sont très fines et qui mangent très très sucré. Donc comment ça se fait que chez elles,
il n'y a pas de surplus. Pourquoi chez elles, il n'y a pas d'acide gras qui se transforme et pourquoi elles ne prennent pas de poids? C'est une question de métabolisme du coup? Oui, pour répondre à ta question, on n'a pas tous le même façon de fonctionner, pas le même métabolisme. Et tu as des métabolismes qui crament plus vite les glucides et qui du coup arrivent même pas à la formation de gras parce qu'en fait ils ont déjà utilisé toutes les glucides. Il peut aussi avoir le fait que tu ne stockes pas les glucides, c'est-à-dire que tu les absorbes pas en fait, ou tu n'absorbes pas tout ce que tu manges. Et du coup, tout n'arrive pas dans ton sang. Et oui, bah, c'est exactement ça. C'est qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. On n'a pas tous le même métabolisme de base. Il y en a qui sont lents, il y en a qui sont très rapides, il y en a qui sont plus ou moins normaux, entre guillemets. Et du coup, bah, le résultat, c'est qu'on n'a pas la même silhouette, on ne stocke pas au même endroit. On est plus ou moins, on arrive plus ou moins à gérer la glycémie. Les personnes qui ont le même âge, ben, il y en a qui gèrent très bien leur glycémie, il y en a c'est plus difficile. Et donc, bah, voilà, nous ne sommes pas égaux, malheureusement. Et concernant tout ce qui est energy ball ou barres crues qui sont faites à base de dattes, l'indice glycémique est élevé. Ce sera quand même mieux de consommer ça puisque ça n'a pas été très transformé par rapport à un produit qui a été transformé. Par exemple, une tranche de pain avec du Nutella. Mais comme on disait, ben, si le corps n'en a pas besoin, il peut quand même le stocker parce que c'est des glucides et que vaut mieux manger ce type de produit avant une séance de sport, par exemple, pour que le corps s'en serve. Pour répondre à ta question, oui, il me semble qu'en plus, les Energy Balls, il n'y a pas que ça avec. Il y a souvent des fruits à coque, non, avec des cacahuètes ou des amandes ou des trucs comme ça. Et du coup, ça fait baisser l'indice glycémique global. C'est des aliments ouais, ils sont intéressants parce ils sont très rassasiants. Donc du coup, voilà, quand on a effectivement on fait du sport ou qu'on n'est pas chez soi l'après-midi et qu'on a un petit creux, bah, c'est facile à transporter. Et puis effectivement, c'est des produits peu transformés, donc plutôt bon pour la santé, même si ça reste un produit sucré, on est d'accord, hein, et du coup, impact quand même sur la glycémie. Et puis du coup, ben, pareil, si j'en mange alors que j'ai pas faim et que j'en ai pas besoin, ben oui, comme tout le reste, ça se stocke. Que ce soit une pomme, une carotte ou des energy balls, si j'en ai pas besoin, je les stocke.